L'ingénieur laissa échapper un rire moqueur en direction du mécanicien mal rasé en salopette graisseuse. « Si tu arrives à réparer ce moteur, je t'épouse », lança-t-elle avec mépris. Et ses paroles dures résonnèrent dans le silence de l'entrepôt de l'entreprise, brisant l'atmosphère tendue de ce lundi matin comme une détonation soudaine. Claudia Jiménez, ingénieure en chef chez Précision Automotive à Détroit, tenait son téléphone bien droit, pointé sur Marco Herrera. Son sourire était froid et tranchant, totalement dépourvu de chaleur, lorsqu'elle ajouta « Je filme tout, Marco. Quand tu échoueras, je veux que tout le monde voit ce qui se passe quand quelqu'un pense pouvoir te remplacer. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Marco Herrera, 38 ans, avait passé la majeure partie de sa vie à réparer des moteurs, bien plus longtemps que Claudia n'en avait passé dans des universités qu'il n'aurait jamais pu se permettre. La peau dure de ses mains racontait des années de dévouement, à réparer des moteurs que d'autres jugeaient irrécupérables. Son modeste garage, situé dans l'un des quartiers les plus pauvres de Détroit, ne possédait ni outils de pointe, ni certifications officielles, mais il abritait quelque chose de bien plus précieux, un véritable talent mécanique. Sur un établi en métal reposait un moteur électrique expérimental qui avait résisté à toutes les tentatives de réparation. Pendant 3 semaines, une équipe de 5 ingénieurs diplômés avait tout essayé. Finalement, ils avaient abandonné, déclarant le moteur irréparable. L'échec avait coûté 200 000 $ à l'entreprise. Ce n'était pas un moteur ordinaire. Ce prototype promettait de révolutionner la technologie des véhicules électriques en augmentant l'autonomie de 60%. Devant un groupe d'employés curieux, Claudia se tourna vers Marco et déclara « Tu as jusqu'à vendredi, 5 jours pour faire ce que nos experts n'ont pas pu faire en 3 semaines. Et quand tu échoueras, tout le monde comprendra pourquoi il faut accepter ses limites. » Le défi était né d'une réunion tendue sur les retards de production. Quelqu'un avait dit à la légère « Même Marco du garage de quartier ferait mieux ». Cette remarque mit Claudia en colère. Son calme professionnel céda et une fureur contenue apparut derrière son expression maîtrisée. « Faites venir ce soi-disant génie, lança-t-elle. S'il répare ce que 5 ingénieurs qualifiés n'ont pas pu, je lui offre personnellement un contrat à 200 000 $ par an. » Mais tout le monde savait que ce n'était pas une véritable offre, c'était un piège pour l'humilier. Marco n'avait ni diplôme, ni accès aux données techniques confidentielles, ni aucun des outils de pointe des laboratoires d'entreprise, des outils plus chers qu'une maison moyenne. « Regardez-le » murmura Matteo, l'assistant de Claudia, à un groupe de collègues. « Je parie qu'il a tout appris en bricolant des vieilles voitures dans la rue, pas dans un vrai laboratoire. Et maintenant, il croit pouvoir rivaliser avec de vrais ingénieurs. » Marco ne répondit rien. Ses yeux restèrent fixés sur le moteur, perçants et concentrés. L'intensité de son regard mit certains spectateurs mal à l'aise. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà affronté des problèmes difficiles, quelqu'un qui voyait ce que d'autres ignoraient. « Pathétique », murmura Claudia juste assez fort pour être entendue, tout en continuant de filmer, espérant capter une défaite publique. Il ne sait même pas par où commencer. Même si la majorité dans la salle doutait de lui, il y avait quelque chose de calme et dangereux dans l'expression de Marco. Ce n'était pas le regard d'un homme perdu. C'était la certitude silencieuse d'un homme qui voyait plus loin que les autres. Entouré de regards moqueurs et de téléphones pointés sur lui, Marco resta immobile, portant tout le poids de l'insulte qu'il venait d'entendre, et le prix que cela allait coûter à ceux qui l'avaient sous-estimé. Si cette histoire de justice et de revanche vous captive, n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir comment une tentative d'humiliation est devenue le plus grand regret de Claudia Jiménez. La vidéo du défi cruel lancé par Claudia circula rapidement sur les réseaux internes de l'entreprise. En moins de 24 heures, elle fut partagée des dizaines de fois dans les discussions de groupe, chaque partage accompagné de sarcasme et de moquerie. Quelqu'un devrait dire à Marco que le mariage ne comprend pas la mutuelle, commenta Lucas du service commercial, suivi d'une série d'émojis rieurs. Hâte de voir sa tête quand il découvrira qu'il ne peut même pas réparer un grille-pain, plaisanta un autre.
Marco ne découvrit que la vidéo était virale que lorsque sa fille adolescente, Sofia, rentra de l'école en larmes. « Papa, murmura-t-elle, mes amis ont publié une vidéo de toi sur TikTok. Ils disent des choses horribles, que t'es juste un vieux mécano bon qu'a joué aux scientifiques. » Ils s'assirent ensemble dans le petit appartement qu'ils occupaient depuis la mort d'Elena, la femme de Marco, dans un accident de voiture 5 ans plus tôt. Sa poitrine se serra d'une colère froide et familière, la même qu'il avait ressentie quand les médecins de l'hôpital lui avaient dit qu'il ne pouvait plus rien faire, laissant entendre que les choses auraient pu être différentes, avec de meilleurs moyens. « Ne les écoute pas, princesse, » dit doucement Marco en l'enlaçant. « Certains ne se sentent forts qu'en rabaissant les autres. » Mais au fond de lui, quelque chose de froid et précis en prit note. Il se souvint de chaque visage qui avait ri, de chaque insulte, de chaque téléphone levé pour filmer son humiliation. Pendant ce temps, chez Précision Automotive, Claudia savourait sa victoire à l'avance. Lors de la réunion des cadres du lundi, elle projeta la vidéo sur un grand écran, provoquant des éclats de rire. « Regardez-moi cette assurance !» lança-t-elle en mettant la vidéo sur pause au moment où Marco acceptait calmement le défi. C'est presque attendrissant de voir comment des gens sortis de nulle part pensent avoir leur place dans une salle de direction. Mais Giovanni Ferrer, le PDG de 60 ans de l'entreprise, ne riait pas. Des années à avoir bâti son entreprise à partir de rien l'avaient rendu méfiant envers l'arrogance déguisée en leadership. « Claudia, dit-il, tu ne penses pas que c'est un peu trop ? Cet homme n'est même pas là pour se défendre. » « C'est justement ce qui en fait tout l'intérêt, » répondit-elle avec un sourire tranchant. « Combien de temps allons-nous encore gaspiller nos ressources pour des gens qui, clairement, n'ont rien à faire ici ? C'est un rappel que nous devons garder nos standards élevés. » Matteo, toujours prêt à flatter sa supérieure, sauta sur l'occasion. « Mon cousin a un diplôme d'ingénieur du MIT, » dit-il avec fierté. Et il affirme que ce genre de moteur est pratiquement impossible à réparer sans des outils spécialisés. Je parie que Marco ne sait même pas lire un plan technique. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Marco avait déjà passé 3 jours intenses à creuser bien plus profondément que ce que n'importe quel schéma pouvait montrer. Dans son garage modeste, entouré de manuels empruntés à la bibliothèque municipale et d'impressions de brevets trouvées en ligne, il découvrait quelque chose de bien plus grave qu'une simple panne. Le moteur n'était pas simplement défectueux, il avait été saboté. Les dégâts étaient subtils, presque invisibles, sauf si l'on avait des années d'expérience concrète. Mais Marco les vit. Il avait appris à lire le langage caché des machines. 3 composants montraient des signes de dommages intentionnels, soigneusement conçus pour ressembler à de l'usure normale. Leur emplacement, le type de panne, tout était trop précis pour être accidentel. Quelqu'un, à l'intérieur de Précision Automotive, avait saboté le prototype. « Intéressant », murmura Marco en prenant des photos en gros plan avec son vieux téléphone. « Très intéressant. » Mardi, Claudia intensifia sa campagne de moquerie. Elle créa un groupe WhatsApp intitulé « Mise à jour du mécano miracle » et y ajouta tous les employés de l'entreprise. Son premier message dégoulinait de sarcasme. « Jour 2. Notre sauveur cherche probablement encore le bouton de démarrage. » Suivi d'un flot d'émojis rieurs et de réactions moqueuses. « Je parie qu'il a abandonné pour aller boire un verre », ajouta Ricardo du service comptabilité, où il a compris que ce genre de boulot n'est pas pour ceux qui n'ont pas les bonnes relations, lança Valentina des RH. Mais pendant que ses collègues se moquèrent de lui en ligne, Marco discutait avec quelqu'un qui comptait, Antonio Rios. Maître mécanicien à la retraite, âgé de 70 ans, Antonio avait travaillé 40 ans chez Précision Automotive avant de partir. Il en avait vu de toutes les couleurs. « C'est un coup monté », dit Antonio après avoir examiné les photos prises par Marco. « Ce genre de dégâts suit un schéma. J'ai vu la même chose il y a 15 ans, quand quelqu'un sabotait des projets pour favoriser des contrats extérieurs. » Marco hocha lentement la tête. « Tu connais encore des gens là-bas ?» Antonio esquissa un sourire malin.
Fils, je connais des gens dans des endroits que tu n'imaginerais même pas. Et certains aimeraient bien savoir pourquoi le matériel de l'entreprise se fait détruire. Mercredi, l'arrogance de Claudia atteignit un nouveau sommet. Persuadée qu'elle allait remporter une victoire publique, elle appela une radio locale et raconta toute l'histoire en direct. Elle décrivit Marco comme un mécanicien délirant qui pensait rivaliser avec des professionnels formés. « Tout se résume à la préparation », dit-elle calmement. Certains doivent comprendre que l'expérience acquise dans un garage de quartier ne suffit pas. Ce que Claudia ignorait, c'est qu'une auditrice régulière de cette station était la Dre Isabelle Navarro, professeure en ingénierie mécanique à l'université de Détroit et experte en sabotage industriel. En écoutant, un détail dans la description du moteur éveilla son inquiétude. Elle avait déjà vu ce genre de situation. Le même après-midi, Isabelle se présenta sans prévenir au garage de Marco. « Monsieur Herrera, je suis la Dre Isabelle Navarro », se présenta-t-elle. « J'ai entendu parler de votre cas à la radio et j'aimerais vraiment examiner ce moteur soi-disant irréparable. » Marco l'observa attentivement. Elle avait la cinquantaine, confiante, forgée par des années passées dans un monde d'hommes où l'on valorisait plus l'argent que le talent. « Une professeure d'université ?» demanda-t-il. « Entre autres choses, répondit-elle avec un sourire entendu. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que personne qui reconnaît les traces d'un sabotage. » Marco s'écarta et ouvrit la porte du garage, laissant entrer quelqu'un pour la première fois depuis le début du défi. Pendant que Claudia continuait à publier des mèmes cruels et récolter l'approbation de ses partisans bornés, autre chose prenait forme. Dans le calme du travail de Marco, dans la rigueur de sa collecte de preuves, la vérité était soigneusement conservée. Chaque rire moqueur, chaque commentaire méprisant, chaque seconde de sa tentative de l'humilier était désormais soutenue par des preuves solides qui allaient tout changer. Isabelle n'était pas seulement professeure, elle avait aussi été spécialiste technique au FBI pendant 20 ans, enquêtant sur des cas de sabotage industriel. Dès qu'elle examina les photos de Marco, ses soupçons furent confirmés. « Ce n'est pas juste du sabotage, dit-elle à voix basse. C'est un schéma que j'ai déjà vu. Quelqu'un, chez Precision, vole les prototypes et endommage les originaux pour cacher le vol. » Le visage d'Antonio se ferma. « Je m'en doutais, grogna-t-il, et ce sont toujours ceux sans diplôme prestigieux qui pètent les pots cassés. » Pendant qu'ils dévoilèrent la vérité, l'orgueil aveuglait Claudia. Elle lança une mise en scène encore plus provocante, un événement Facebook public intitulé « Le mariage du siècle, ingénieur en mécano », prévu pour vendredi. Elle y invita toute l'entreprise, se moquant une fois de plus de Marco. « J'ai même choisi la robe », plaisanta-t-elle dans sa story, riant aux éclats devant la caméra. « Ça va être rapide », ajouta Claudia en riant. « Juste 5 secondes. Je t'avais dit que ça ne marcherait pas. Et terminé. » Ces paroles furent suivies d'un flot de commentaires méchants. « Le pauvre, il n'a aucune idée de ce qu'il attend », écrivit Matteo. « Quelqu'un devrait lui dire de partir pendant qu'il lui reste encore un peu de dignité. » Marco ne répondit pas. Il fit calmement des captures d'écran de chaque message, chaque blague cruelle, rassemblant tout avec soin. Sa fille Sofia, qui avait appris les bases du montage vidéo à l'école, l'aidait à collecter et organiser les preuves numériques. « Papa, regarde ça !» dit-elle un soir en lui tendant son téléphone. « Elle a fait une vidéo pour se moquer de toi. » Dans la vidéo, Claudia imitait de façon caricaturale un mécanicien perdu face à un moteur complexe. Sa voix exagérée et ses gestes ridicules tournaient en dérision ceux qu'elle considérait comme inférieurs, les gens sans diplôme ni argent. La vidéo comptait déjà plus de 15 000 vues. « Parfait !» murmura Marco en téléchargeant la vidéo. « Continue à tout enregistrer. » Jeudi, Isabelle revint avec une information qui changea tout. « Marco, il faut que je te montre quelque chose, » dit-elle en lui tendant un dossier. Un de mes contacts au service des assurances m'a aidé à accéder au dossier de maintenance de précision des 5 dernières années. Les documents révélaient un schéma inquiétant.
Au cours des 3 dernières années, 8 échecs de prototypes présentaient le même type de sabotage que celui découvert par Marco. Mais il y avait pire. Tous ces projets avaient été dirigés par des personnes issues de milieux modestes ou sans diplôme prestigieux. Ce n'est pas seulement du sabotage technique, expliqua Isabelle, c'est un schéma d'exclusion. Ces échecs n'étaient pas des accidents, ils ont servi à discréditer des gens qui ne venaient ni de la richesse ni du privilège. Et devine qui reprenait toujours les projets après les soi-disant échecs, ajouta Antonio sombrement. Les mêmes ingénieurs privilégiés qui rient aujourd'hui. Cette nuit-là, Marco ne dormit pas. Il travailla sans relâche, comme un chirurgien en salle d'opération, terminant non seulement la réparation du moteur, mais rédigeant aussi un rapport technique complet, photos, notes, numéros de pièces, horodatage. Chaque preuve était prête à démontrer ce qui s'était vraiment passé. « Papa, dit Sofia en entrant avec une tasse de café chaud, tu es sûr de toi? Ces gens ont du pouvoir. » Marco leva les yeux de ses notes. « Tu te souviens de ce que ta mère disait toujours ?» demanda-t-il. « Que la justice protège les autres de souffrir ce que toi tu as vécu. C'est pour ça qu'on fait ça. » Vendredi matin, Claudia arriva habillée pour le spectacle. Blazer rouge vif, bouquet de fleurs factices à la main et un vidéaste indépendant à ses côtés. « Dans 2 heures, dit-elle à son équipe, on aura un moment viral, le genre de vidéo qu'on utilise pour montrer pourquoi il ne faut pas rêver au-dessus de son niveau. » Matteo était déjà surexcité. « J'ai le groupe WhatsApp prêt, ça va devenir un mème ce soir. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que Marco était déjà sur place. Isabelle attendait discrètement dans une voiture, garée en face, son matériel vidéo prêt. Antonio se tenait à l'entrée de l'entrepôt, filmant avec son téléphone. Et Marco? Il attendait, à côté du moteur, calme et concentré, une grande enveloppe sous le bras. Une enveloppe contenant bien plus que ce que quiconque dans le bâtiment pouvait imaginer. Car quand les puissants sous-estiment ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, ils oublient souvent qu'un véritable génie n'a pas besoin de diplôme pour rééquilibrer les choses. À 14 heures, l'entrepôt était bondé, plus rempli qu'il ne l'avait été depuis des années. Claudia avait invité tout le monde, employés, superviseurs, même des clients. Elle voulait que ce moment soit inoubliable. Le vidéaste commença à diffuser en direct sur les canaux internes de l'entreprise. Claudia, toujours vêtue de son blazer rouge, se tenait fièrement face à la caméra, son bouquet en main. Dans quelques instants, annonça-t-elle avec un sourire qui mit certains employés mal à l'aise, « Vous allez apprendre une leçon importante. Restez à votre place. Marco Herrera a promis de réparer un moteur que nos meilleurs ingénieurs ont jugé irréparable. Voyons ce qui va se passer. » Marco entra, boîte à outils à la main, avançant lentement et avec détermination. Son calme contrastait fortement avec le spectacle de Claudia. Quelques pas derrière lui, Isabelle se glissa dans le bâtiment, sa caméra en marche. « Le marié est là !» cria Matteo. Des rires éclatèrent. « Où est ton smoking? Tu ne peux pas épouser la patronne en salopette pleine de cambouis. » Marco ne répondit pas. Il s'approcha du moteur et fit ses dernières vérifications, resserrant les câbles, vérifiant les niveaux d'huile. La salle se calma, les rires laissant place à un silence inquiet. Puis il parla, d'une voix ferme et claire. « Avant de commencer, j'aimerais vous montrer quelque chose que j'ai découvert en travaillant sur ce moteur. » Le visage de Claudia s'assombrit. Cela ne faisait pas partie de l'humiliation publique qu'elle avait si soigneusement préparée. Marco brandit son vieux téléphone et le connecta à un projecteur portable qu'Isabelle lui avait prêté. « Ce moteur ne s'est pas arrêté tout seul, dit-il. Il a été saboté volontairement. » La première image apparut sur le mur, des pièces endommagées avec une précision d'expert. « Regardez ici, » indiqua Marco. « Ces 3 capteurs ont été cassés exprès pour simuler une panne normale. Mais le schéma est bien trop précis pour être un simple accident. » Un murmure parcourut la foule. Claudia s'avança, essayant d'interrompre. « C'est absurde. Encore une excuse pour masquer ton échec. » « Intéressant que tu parles d'incompétence, » intervint Isabelle, un épais dossier à la main.
Je suis le docteur Isabelle Navarro, professeure en ingénierie mécanique et ancienne consultante du FBI sur les sabotages industriels. J'ai examiné les conclusions de M. Herrera et je confirme que ce moteur a été saboté exactement de la même manière que dans 8 autres cas similaires au sein de cette entreprise. Le visage de Claudia se décomposa. Qu'est-ce que c'est? Marco poursuivit, projetant d'autres preuves. Tous ces sabotages visaient des personnes qui n'avaient pas fait les bonnes écoles, qui ne portaient pas de costume ou qui n'avaient pas de relations haut placées. Et à chaque fois que ces projets échouaient, les responsables étaient rétrogradés ou licenciés. Et qui reprenait toujours les rênes ensuite? Lança Antonio Rios, apparaissant avec des documents imprimés. J'ai travaillé ici pendant 40 ans. J'ai vu des choses. Claudia, toi et ton équipe avez reçu des promotions et des primes pour un total de 1,2 million de dollars sur les 3 dernières années. À chaque fois qu'un de ces projets ratés vous était transféré. Les mains de Claudia tremblaient. Vous ne pouvez rien prouver. C'est de la diffamation. Pour la première fois depuis des jours, Marco sourit. Je peux le prouver. Matteo, tu te souviens de cette vidéo que tu avais faite pour te moquer de moi, où tu utilisais des stéréotypes sur mon apparence et mes origines? Il fit une pause. Ma fille l'a enregistrée avant que tu ne puisses l'effacer. L'écran changea. La vidéo se lança. Des exclamations remplies d'indignation et de choc traversèrent la salle. Même des clients commencèrent à quitter les lieux, visiblement troublés. Et toi, Claudia, poursuivit Marco, tu te rappelles tous ces messages dans le groupe WhatsApp, les mèmes, les conversations privées où tu plaisantais sur le fait de garder certaines personnes à leur place? Ma fille les a tous imprimés. La projection montra des captures d'écran de ces messages, des commentaires sur le nettoyage de l'entreprise, le sabotage discret de certains employés et le blocage de la diversité. Depuis le fond de la pièce, Giovanni Ferrer, PDG de l'entreprise, venait d'entrer discrètement. Son visage était livide. « Claudia, dans mon bureau, tout de suite. »« Attendez, » dit Marco, « il reste une dernière chose. » Il se tourna vers le moteur et le démarra. Un ronronnement profond et parfait remplit l'entrepôt. Le moteur ne fonctionnait pas seulement, il tournait mieux qu'avant. « Ce n'est pas juste réparé, » expliqua Marco. « Il est amélioré. J'ai augmenté son efficacité de 15% grâce à l'expérience pratique, ce que les diplômes ne peuvent pas enseigner. » Claudia s'effondra sur une chaise, sa veste rouge, autrefois symbole d'assurance, pendait mollement. Des larmes coulèrent sur ses joues. « Marco, on ne savait pas, » balbutia Matteo. « C'était juste une blague. » Marco le fixa. « Tu as essayé de ruiner ma carrière, tu as humilié ma fille, et tu as utilisé ta position pour écarter ceux qui n'avaient pas tes écoles ou ton train de vie. » Il inspira profondément. Ce n'était pas une blague. C'était un crime. Isabelle intervint. Le rapport complet a déjà été envoyé au ministère de la Justice, au Conseil régional et aux grands médias. Claudia Jiménez et Jacob Silva seront poursuivis pour sabotage et discrimination. Le silence s'abattit sur l'entrepôt. Claudia tenta de se lever, mais ses genoux lâchèrent. « Oh, et à propos de cette demande en mariage, » ajouta Marco en éteignant le moteur, « je vais devoir décliner. Je préfère des partenaires qui me traitent comme un être humain. » Claudia fut escortée par la sécurité, son image réduite en miettes devant ceux qu'elle espérait impressionner. Marco resta debout près du moteur, non plus seulement comme mécanicien, mais comme quelqu'un qui avait reconstruit bien plus qu'un moteur. Il avait restauré la vérité, le respect et la dignité, parce que parfois, ceux qui vivent dans le privilège oublient qu'il ne faut ni diplôme prestigieux ni bureau au sommet pour avoir du talent. Et quand ils jugent sur des préjugés, ils finissent par payer un prix qu'ils n'avaient pas prévu. Un prix qui ne détruit pas seulement des carrières, mais qui réécrit l'histoire de qui mérite vraiment une place au sommet. 6 mois plus tard, Marco Herrera s'assit dans son nouveau bureau avec vue sur le centre-ville de Détroit. Sur la porte, Marco Herrera, directeur de l'innovation technologique, précision automotive.
Giovanni Ferrer avait agi rapidement après le scandale. Claudia Jiménez avait été licenciée pour faute grave et faisait face à 3 chefs d'accusation: sabotage, discrimination et complot. Matteo Silva avait lui aussi été renvoyé. Il vendait désormais des voitures d'occasion, accablé par les dettes liées à ses frais juridiques. Depuis sa fenêtre, Marco réfléchissait. L'ironie ne lui échappait pas. Ils avaient toujours eu peur qu'ils prennent leur place. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'ils construiraient quelque chose bien au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'entreprise n'avait pas seulement proposé à Marco un poste de direction, elle avait aussi soutenu sa vision d'un nouveau département dédié à l'innovation inclusive. Sa première initiative était déjà en cours, un programme de mentorat associant des mécaniciens expérimentés à de jeunes diplômés en ingénierie. Le programme avait été lancé dans 5 États et gagnait du terrain. Isabelle Navarro l'avait rejoint en tant que conseillère spécialisée, aidant à révéler et corriger des années de discrimination cachées dans les systèmes internes de l'entreprise. Leur collaboration apportait justice et reconnaissance à des professionnels restés trop longtemps dans l'ombre. Un progrès qui changeait des vies, pas seulement des règlements. « Papa, tu as vu ça ?» dit Sofia en entrant dans son bureau, tablette à la main. Âgée de 19 ans, elle étudiait à l'université grâce à une bourse complète financée par l'entreprise et elle était devenue une voix engagée pour l'égalité dans le secteur technologique. Claudia a essayé de publier quelque chose sur LinkedIn à propos de dépassement de soi, dit-elle en montrant l'écran. Mais Internet n'oublie pas. Marco esquissa un sourire discret. Claudia avait tenté de redorer son image, mais les vidéos et captures de ses agissements circulaient toujours. Aucune entreprise sérieuse ne voulait l'embaucher. Son nom était devenu un avertissement, non un atout. Antonio Rios entra avec un dossier de mise à jour. Les ventes de la nouvelle version du moteur dépassent toutes les prévisions, annonça-t-il. 3 entreprises concurrentes veulent déjà obtenir une licence pour cette technologie. « Et Matteo ?» demanda Marco. Antonio haussa un sourcil. Il a tenté de vendre des documents internes à un concurrent. Pris sur le fait, dans exactement le genre de magouille qu'il imposait aux autres. Il fait maintenant face à des poursuites fédérales. Plus tard dans la journée, Marco reçut un appel du présentateur radio qui avait autrefois donné la parole à Claudia pour se moquer de lui. « Monsieur Herrera, nous serions honorés de vous accueillir à l'antenne, » dit la voix. « Les gens veulent entendre votre parcours et découvrir ce que vous construisez. » Marco accepta, non par vengeance, mais parce qu'il savait que son histoire pouvait inspirer celles et ceux qui se sentent oubliés. Pendant l'interview en direct, le présentateur lui demanda « Que pensez-vous aujourd'hui de Claudia Jiménez ?» Marco prit un instant avant de répondre « Je ne suis pas en colère », dit-il. Honnêtement, je ressens de la tristesse pour elle. Elle a gaspillé tellement d'énergie à entretenir ses préjugés au lieu de faire quelque chose de significatif avec son talent. Le vrai dommage, ce n'est pas à moi qu'elle l'a causé, mais à elle-même. Ce soir-là, chez lui, Sofia préparait le dîner dans la cuisine. « Papa, dit-elle, je peux te poser une question que je me suis toujours posée ?»« Bien sûr. Ce jour-là, dans l'entrepôt, quand tout le monde riait de toi, est-ce que tu croyais vraiment que tu allais leur prouver qu'ils avaient tort ?» Marco la prit dans ses bras. « Ta mère m'a appris quelque chose d'essentiel, » répondit-il. « La dignité, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever avec un but. Et parfois, la meilleure chose à faire, c'est de laisser les gens te sous-estimer. » À ce moment-là, son téléphone vibra. Une notification s'afficha. Un article de Forbes, intitulé « Marco Herrera, du mécanicien de quartier au pionnier de l'industrie. Comment un homme a transformé les préjugés en progrès ». 6 mois plus tôt, Claudia avait tenté de l'humilier publiquement, affirmant qu'il n'avait pas sa place. Mais aujourd'hui, Marco redéfinissait complètement la notion d'appartenance. Il était devenu une voix pour l'équité, le talent et la vision, indépendamment du statut, du diplôme ou de l'apparence.
Claudia avait tout perdu, sa carrière, sa réputation, son avenir dans le secteur. Matteo était empêtré dans les conséquences juridiques qu'il avait lui-même provoquées. Mais Marco avait bâti quelque chose de durable, un moteur du changement, propulsé non par la colère, mais par la clarté, les principes et l'excellence. Son héritage, ce n'était pas la vengeance, c'était de créer quelque chose d'une telle puissance que chaque tentative de le rabaisser paraissait ridiculement insignifiante. Car quand les privilégiés oublient que le génie ne vient ni avec un diplôme, ni avec un nom de famille, ils déclenchent souvent la révolution qu'ils craignaient le plus. Une révolution qui transforme l'humiliation en histoire et l'injustice en nouveau départ. Si vous croyez que la vraie justice se construit et ne détruit pas, alors suivez cette chaîne pour d'autres histoires où la dignité triomphe de l'arrogance et où le vrai talent finit toujours par atteindre le sommet, peu importe les obstacles.